Pour faire le laboratoire sur la continuité ou la discontinuité de la matière, référé comme laboratoire Dalton, vous devez aller chercher sur ChallengeU le laboratoire présenté ici. Je vous invite à lire la théorie sur cette partie. En bref, cette théorie explique qu'il y avait plusieurs façons de conceptualiser l'organisation de la matière. Démocrite stipulait depuis l'Antiquité que la matière était composée de petites billes indivisibles qu'il appelait atomes. Donc pour Démocrite, ça ressemblait à une petite bille comme ceci. Pendant environ le même moment, Aristote, lui, croyait que la matière était composée de 4 éléments de base. Les éléments sont représentés dans ce schéma. Ils étaient l'eau, la terre, l'air et le feu. Le plus important de la théorie d'Aristote, c'est qu'il croyait que la matière était continue, donc qu'il n'y avait pas de vide entre les différentes particules. Plus tard, Dalton, un scientifique anglais, lui a émis l'hypothèse que non seulement la matière était composée de petites billes qu'il appelait atomes, donc comme Démocrite, une petite bille, mais qu'en plus, la matière était discontinue, donc il y avait du vide entre les atomes. Dans ce schéma-ci, le vide est représenté par les espaces blancs entre chacune des billes. Et les billes de différentes couleurs veulent dire que c'est des différents atomes. Un petit truc pour se rappeler si la continuité implique le vide ou non est de faire référence à une ligne. Donc, si je dessine cette ligne-ci, on remarque qu'elle est continue. Il n'y a pas de vide dans ma ligne. Par contre, si je dessine une ligne discontinue, il y a du vide. Donc, celle-ci est discontinue et celle-ci est continue. Pour prouver la discontinuité de la matière, Dalton a effectué ces manipulations. Le tableau que vous voyez ici, vous devez lui donner un titre, donc dire de quoi s'agit l'expérience que vous allez faire ou observer, et ensuite inscrire les valeurs qu'on vous demande. Donc, petit rappel, le symbole ici veut dire plus ou moins. On inscrit la valeur mesurée ici et l'incertitude après. Par exemple, l'eau, on en a besoin de 80 ml. Donc, j'inscrirai 80 plus ou moins mon incertitude. Dans ce cas-ci, je vais vous le dire, la plus petite division, donc la plus petite division du cylindre gradué de 100 ml est de 1 ml. Si on divise cette plus petite division, donc 1 ml divisé par 2, on obtient une précision de 0,5 ml. Donc, j'aurai 80 ml plus ou moins 0,5 ml. Par contre, quand on écrit des mesures comme ça, il faut être sûr que notre valeur ici est aussi précise que notre incertitude. Donc, notre incertitude a un chiffre après la virgule, notre valeur doit aussi avoir un chiffre après la virgule. Donc, je vais inscrire 80,0. L'incertitude est propre à chaque outil de mesure. Donc, l'eau avait un cylindre gradué de 100 ml. La précision de 0,5 ml est donc bonne pour le cylindre de 100 ml. La précision pour l'alcool va dépendre du cylindre gradué de 50 ml. Je vous le dis, puisque peut-être que vous ne le verrez pas dans le prochain vidéo, mais la plus petite division du cylindre gradué de 50 ml est de 0,5 ml. Donc, si nous voulons la précision, nous devons diviser cette valeur par 2. Voici donc un petit film montrant les manipulations de cette première partie. Pardonnez le manque de stabilité de mon iPad.
Le liquide rouge, c'est en fait de l'eau qu'on a colorée pour bien montrer que l'alcool, qui est transparent, va flotter sur l'eau. C'est qu'on met le piment. Là? Oui. Donc, j'ai mis 80 ml d'eau. Je regarde le bas de ma liste parce que je Et ensuite, je vais mesurer dans mon plus petit cylindre 20 ml d'alcool. Oui, pour... Dans cette vidéo, je vais transférer l'alcool du petit cylindre et je vais le déposer par-dessus l'eau qui est dans le gros cylindre. Je vais faire ceci avec un compte-gouttes et je vais placer mon compte-gouttes de façon à ce que l'alcool coule sur la paroi du gros cylindre afin que l'alcool reste par-dessus l'eau. Ils sont partis, ils n'ont même pas rien nettoyé. Je leur ai dit. Ça, c'était notes de cours. Mais il faut que tu le remplisses, tu vas t'en servir dans tes notes de cours. Tu peux le remplir là-dessus, puis après ça, les enlever. Vous pouvez apercevoir dans cette image que l'eau est placée par-dessus l'alcool. On voit bien la définition. Ça, c'est parce que la masse volumique de l'alcool est plus petite que celle de l'eau. Donc, l'alcool flotte en quelque sorte sur l'eau. Les notes de cours, on les met directement dans tes notes de cours. OK? Si tu veux, tu peux répondre ici, comme ça, si tu as des questions. Voilà, alors nous avons notre eau en rouge et notre alcool qui flotte par-dessus notre eau. Et ce mélange, avant l'agitation, est de 100 ml. Donc, mon eau plus mon alcool, avant agitation, est de 100 ml. Je vous laisse trouver l'incertitude et ajouter les chiffres significatifs. Le petit morceau de paraffine que je viens de prendre va servir de pellicule pour que je puisse agiter en inversant mon cylindre sans que l'alcool et l'eau sortent. Mais si tu as des questions, on ne sera pas là pour répondre. Voici une photo de mon cylindre avec le mélange eau et alcool après agitation. On remarque que le volume total a diminué et qu'il est maintenant à environ 99 millilitres. Encore une fois, ici, il faut ajouter un chiffre significatif après la virgule, étant donné que notre précision
est de 0,5 millilitres. C'est donc cette diminution de volume, donc au début avant l'agitation 100 ml, ensuite après l'agitation 99,0 ml, qui prouve que la matière est discontinue. Voici un schéma qui représente l'expérience qui vient de se produire. Donc au début, on a mis 80 ml d'eau dans notre cylindre. Voici la molécule d'eau. Dans ce schéma, on la représente par une sphère orangée. Ensuite, nous avons ajouté plusieurs molécules d'alcool, notre liquide d'alcool. Ça, c'est la molécule d'alcool et on l'a représentée par des petites sphères magenta. Avant de les agiter, nous avions deux phases, donc l'alcool par-dessus l'eau. Le volume était alors de 100,0 ml. Après les avoir agités, les particules d'alcool se sont infiltrées dans le vide entre les particules d'eau. Donc, ici, on avait du vide. Et puisque le volume a diminué, cela prouve l'existence du vide, car les particules d'alcool ont comblé la plupart du vide qu'il y avait entre les particules d'eau. Donc, la matière est discontinue. Et ce, Dalton l'a prouvé à cause de la diminution du volume. La deuxième partie du laboratoire de Dalton était l'électrolyse de l'eau. John Dalton a utilisé l'électrolyse de l'eau pour prouver que l'eau, une molécule, peut se diviser en ses atomes. Donc, les atomes qui composent l'eau sont l'oxygène et l'hydrogène. L'électrolyse de l'eau consiste en séparer la molécule d'eau en ses deux composantes. Et la séparation se fait grâce au courant électrique. Donc, on passe un courant électrique dans notre molécule d'eau pour la diviser en ces deux gaz, l'oxygène et l'hydrogène. Donc, ici, nous avons notre batterie, qui est la source de notre courant électrique. Et ici, nous avons nos deux éprouvettes. Nos deux éprouvettes qui sont remplies d'oxygène et d'hydrogène. Maintenant, pour savoir laquelle est remplie d'hydrogène ou laquelle est remplie d'oxygène, on regarde la quantité de gaz dans chacune de ces éprouvettes. Celle-ci, le gaz part d'ici jusqu'en haut. Alors, tout ça est rempli de gaz. Dans l'autre éprouvette, c'est ici que le gaz part et tout le haut est rempli de gaz. Le gaz est toujours transparent. On ne peut pas voir le gaz. Donc, dans celle-ci, on a plus de gaz. En fait, on en a 2 fois plus que dans l'autre. Ça nous indique que c'est l'hydrogène. Parce que dans la formule chimique de l'eau, il y a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Le petit 2 indique qu'il y a 2 atomes d'hydrogène et seulement 1 atome d'oxygène. Les 1 ne sont pas visibles, on ne les écrit pas. Donc, étant donné que cette éprouvette a plus de gaz, celle-ci, on peut affirmer que c'est celle-là qui contient l'hydrogène et que l'autre contient l'oxygène. Pour résumer, l'électrolyse de l'eau sépare ma molécule d'eau en ces deux composantes, l'hydrogène et l'oxygène. Dans la section analyse de cette partie, vous ne faites pas la question 2. Donc, le résultat de l'électrolyse de l'eau est 2 éprouvettes. Une avec de l'oxygène et une avec de l'hydrogène. Les gaz sont tous les deux incolores et inodores. On utilise donc 2 tests pour déterminer la nature du gaz à l'intérieur de l'éprouvette. Pour déterminer la présence d'hydrogène, on utilise le test de la flamme. Voici un extrait vidéo qui vous montre à quoi ça ressemble.
passe. Le test de la flamme consiste donc à faire une petite explosion entre une flamme et le dihydrogène. Donc, la réaction est une petite explosion et on entend le petit son « poup » qu'on vient d'entendre. Maintenant, pour le test de l'oxygène, on appelle ça le test du tison. C'est donc une éclisse de bois, un petit morceau de bois qui va être incandescent. Voici un extrait vidéo. Dans le bocal, il y a du gaz de dioxygène et le technicien qui manipule a enflammé son éclisse de bois et avant de l'entrer dans le bocal, il va l'éteindre et il est maintenant incandescent. Donc encore rouge, mais il n'y a pas de flamme. Et quand ça rentre dans contact avec l'oxygène, ça se rallume. Voici une représentation du modèle atomique de Dalton pour une molécule. Donc, chacun des atomes de carbone et d'hydrogène sont représentés par une différente boule. Le carbone, ici, est représenté par une boule rouge, tandis que l'hydrogène est représenté par une boule bleue. Donc, si je vous demande de représenter la molécule d'eau, vous devez la représenter avec des sphères, parce que c'est de cette manière-là que Dalton conceptualisait l'atome. Donc, ici, les atomes d'hydrogène sont en bleu et l'atome de carbone est en rouge. N'oubliez pas de mettre la légende dans votre dessin. La section exercice, vous pouvez la faire à partir des pages 7, 8 et 9 de votre manuel électronique. Sinon, vous pouvez les faire à partir des pages que j'ai mis sur Challenge You. J'ai pris des photos parce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore le manuel électronique. Donc, dans la section laboratoire de Challenge You, il y aura des photos.